Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au professeur Honorat Aguessi. Il s'en est allé le jeudi 15 septembre 2022 dernier, à la surprise générale, alors que le Bénin et le monde entier n'ont pas fini de profiter de lui, de ses expériences. Le professeur Honorat Aguessi, grand intellectuel africain, docteur en sociologie, il a longtemps enseigné à l'Université nationale du Bénin, représentant de l'UNESCO à Dakar pour un bref moment, l'homme a travaillé à relever le défi des intellectuels, j'allais dire le développement des intellectuels africains. À l'occasion de ses obsèques, Eden TV et Diaspora FM consacrent à l'homme une émission spéciale afin d'évoquer son parcours, ses enseignements, des anecdotes liées à lui et pourquoi pas parler de son héritage. Et pour cet exercice, nous recevons sur ce plateau deux invités. Le premier, Roger Gbayonvi, collègue enseignant du professeur Honorat Aguessi, de regrettée mémoire. Il est professeur de lettres à la retraite, ancien représentant résident de la Fondation Friedrich Naumann. Il fut président notamment de Transparency International section Bénin. Monsieur Roger Gbayonvi, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir effectué le déplacement de Ouida jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité à effectuer le déplacement jusqu'à vous parce que vous avez beaucoup de considération pour moi et j'ai beaucoup de considération pour vous. Mais votre expérience en dit long et en dit plus long, on va le dire. Voilà pourquoi votre présence sur ce plateau est nécessaire. Oui, je commence à faire partie des gens qui ont vécu trop longtemps, donc fatalement, ils ont des expériences. D'accord, mais pas trop longtemps encore. À notre goût. Docteur Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un peu en face de votre professeur. C'est le cas. J'étais étudiant du professeur en 2009. Il me faisait le cours de stylistique et rhétorique. Je garde de lui quand même un homme qui a l'art de bien parler. Vraiment. Et de trop bien parler, même s'il faut le dire quelquefois. Parce que je le lui disais tout à l'heure hors micro. Parce que le professeur fait partie de ces rescapés de l'école béninoise et française, je dirais, qui ont un attachement très poussé à la langue française dans sa pureté. Donc c'est un puriste de la langue française. Un puriste de la langue française. Et il nous a donné quand même un peu de goût, même si dans le temps, beaucoup ne le comprenaient pas, parce que quand il vient parler de ces choses, il écrit des poèmes en chœur, en sécueil, on disait, le vieux là, vous nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut même? Qui nous donne sa matière, son vieux qu'on quitte ici? Je suis heureux de me retrouver en face de lui. C'est la première fois d'ailleurs. Je n'ai jamais plateau eu de télé. cet honneur. Et je dirais même que c'est la première fois que je rencontre sur un plateau un de mes professeurs d'université. Super. Merci professeur, merci pour ce que vous nous avez donné. Merci pour ce que vous avez donné à la jeunesse, aux étudiants béninois, même si quelquefois, par ses écrits, je me retrouve en face de lui. Je me dis, mais comment il peut dire ça? Ce n'est pas lui. Et j'ai quelquefois envie de lui répliquer. Je l'ai fait d'ailleurs une fois. Il faut le faire. À travers ces chroniques, j'ai été obligé d'aller sur la page. C'était Venance Tonongé, un autre étudiant de professeur de ma promotion, qui a posté et je suis allé contre-attaquer. J'ai dit, et j'ai précisé, c'est l'étudiant qui vient contredire son professeur, mais j'ai le devoir de le faire parce qu'il nous a formés pour ça. Merci, professeur. C'est très bien d'avoir contre-attaqué. Je profite pour rendre aussi un hommage à tous les enseignants, tous ceux qui m'ont gardé du primaire jusqu'à aujourd'hui, surtout ceux d'université, avec qui je suis toujours et qui continuent de me coacher. Vraiment. Merci. Alors, vous avez raison de le faire puisque vous êtes sur le champ de la réflexion. Et là, on ne fait pas d'économie, puisqu'il faut réfléchir et peut-être, comment dirais-je, contre-attaquer ou corroborer un peu la thèse et tout. Donc, c'est quand même bon pour, bien sûr, l'évolution des réflexions. Donc, je rappelle que vous êtes quand même docteur en communication, vous êtes communicateur, tout simplement. Oui. Alors, le professeur Honorat Aguessi que nous pleurons aujourd'hui, que gardez-vous de l'homme? Quels ont été vos contacts avec l'homme? Sans avoir vu le professeur, tout le monde de loin quand même le connaît, et tous ceux qui ont quand même un goût à la recherche, une passion pour le développement de l'Afrique,
connaissent le professeur. Si vous ne pouvez pas ne pas le connaître, si vous avez quand même un peu de curiosité, si vous avez une petite soif de la connaissance. Parce que ce qu'on garde du professeur, c'est un universitaire. C'est d'abord ce qu'on garde de lui. On garde de lui un chercheur émérite. On garde de lui quelqu'un qui est passionné par la recherche. Il n'est que dans la recherche. Mais la recherche est au service du développement. C'est ce qu'il fait. C'est ce que tout le monde garde. Mais moi, au-delà de cette appréhension que tout le monde a, j'ai eu à le rencontrer personnellement une fois. Parce que dans mon parcours de jeune étudiant, j'avais embrasé un chemin particulier. Je voulais expliquer des faits personnels, mais qui avaient une dimension, je dirais, historique africaine. Et quand j'ai commencé mes recherches, à un moment donné, j'ai fait durant 2 ans de recherche bizarre. Bizarre parce que pourquoi bizarre? Ça ne cadrait avec rien. Tout le monde, quand les gens étudient au Bénin ou bien partout, c'est pour avoir des diplômes. Moi, je n'étudiais pas pour avoir des diplômes. J'étudiais pour comprendre des faits qui étaient liés à moi, pour comprendre mon histoire personnelle. Parce que je ne connaissais rien de mon histoire personnelle. Jusqu'en 2005, je ne connaissais rien de l'histoire personnelle de la famille. C'est quand j'ai eu quelques difficultés, j'ai dit, il faut que je comprenne maintenant mon histoire. Et c'est là où j'apprends que nous sommes les descendants des rois d'Ila-Ife. Chez nous, je suis d'Adjoum, de la vallée de Lomé. Mon village s'appelle Ifevi, les Fanvi. Fanvi, on l'appelle les Ifevi, c'est comme ça qu'on l'appelle nous. Et que quand j'ai entendu que nous sommes les Ifevi de Fanvi, j'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai commencé par lire. À force de lire, je me suis retrouvé sur le chemin de toute l'histoire africaine. Où j'ai commencé par lire. Et de fil en aiguille, j'ai passé 2 ans pratiquement à ne faire que lire. Je parcourais les bibliothèques, la bibliothèque nationale, les archives nationales. Je parcourais les bibliothèques de INFRE, la bibliothèque départementale de Lomé. J'étais dans Porte-Nouveau. Et quand j'ai fini mes recherches, j'étais confronté à un autre problème. Est-ce que je ne devenais pas fou? Ou bien est-ce que ce que j'arrivais à accumuler comme savoir était de la vérité? Il fallait me trouver une référence pour me rassurer. Et j'ai cherché. Quelqu'un m'a dit, pourquoi pas aller chez le professeur Honoré Agassi dans son institut ID. J'ai pu avoir le contact. Je ne me souviens même pas de comment j'ai trouvé les moyens pour quitter Porto-Novo pour aller jusqu'à Ouida. Je suis allé à Ouida parce que je l'ai téléphoné, il m'a donné un rendez-vous. Je suis allé à Ouida et je l'ai rencontré. On a passé près de 2 heures ensemble. Je lui ai expliqué les fruits de mes... Je l'ai exposé, les fruits de recherche. Et en résumé, j'étais arrivé à une conclusion, qui était que la vallée de Lomé, qui est chez nous au Bénin, a le même peuplement pratiquement que le Nil, la vallée du Nil. Et que les peuples qui entourent aujourd'hui la vallée de Lomé viennent de plusieurs royaumes qui entourent la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pareil, il y avait des micro-royaumes qui se sont déplacés vers le Nil pour constituer plus tard ce qu'on a appelé l'Égypte pharaonique et consort. Et j'ai constaté que c'est le même peuplement qui se fait autour de la vallée de Lomé depuis environ 500 ans. Et que vous allez voir que les gens ont quitté Boussa, les gens ont quitté Ila-Ife, les gens ont quitté Tado, les gens ont quitté l'ancien royaume du Ghana, les gens ont quitté le royaume de Mandingue et consort pour venir peupler la vallée de Lomé. Vous verrez que le long des 2 côtés du fleuve, tous ceux qui sont venus quittent des horizons différents, mais quittent pratiquement tous des anciens royaumes. Et quand je l'ai exposé, il était surpris. Il dit, mais vous dites quelque chose d'exceptionnel. Et que lui, il enseigne à l'université des connaissances vieilles de 100 ou 200 ans aux étudiants. Et que ce que je veux lui apprendre, lui n'a jamais entendu ça. Et que c'est des connaissances nouvelles que je veux lui apprendre. Et qu'il serait très heureux de me voir intégrer son institut pour qu'il m'accompagne à avancer dans les recherches, pour qu'on publie des documents, pour qu'on puisse refaire une nouvelle histoire. Et que c'est intéressant. Quand il a dit, il m'a proposé de revenir avec lui. Quand je suis parti, je ne suis plus jamais allé le voir. Mais pourquoi? Paix à son âme. Parce que j'ai compris que je n'étais pas devenu fou. Et qu'il était sur la bonne voie. Et que quelqu'un vient de me rassurer. Parce qu'à ce moment, je n'avais même pas le duel. J'étais un étudiant, j'avais repris la 2e année. Et j'ai continué mon chemin personnel. Et que j'ai dit, si, sans avoir même aucun diplôme universitaire, un intellectuel de son rang me dit que je suis sur la bonne piste, ça veut dire que je peux continuer. Et comme je n'avais pas fini encore ce que je voulais, il a dit, il faut continuer encore seul. Quand je l'ai fini, peut-être j'irai le voir. Je suis allé le voir 15 ans plus tard, et il est parti aujourd'hui. Mais je peux dire qu'il a été de manière circonstancielle un mentor. Il a été un guide
il a été une référence qui m'a encouragé à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui sur le plan intellectuel. Si vous appelez ceux qui sont à côté de moi, ceux qui m'entendent souvent, ils disent, mais toi, tu es toujours hors de là où les gens sont. Parce que ça fait pendant 15 ans que j'ai entrepris d'autres recherches parallèles à ce que je fais aujourd'hui en tant qu'universitaire. Tout ce que je fais en tant qu'universitaire, j'ai fait d'autres recherches parallèles. Et je peux dire que c'est Honoré Agassi qui m'a encouragé à les faire. Et ces recherches ont donné des fruits. Je n'ai pas encore publié, je n'ai encore rien publié par rapport à ces recherches. Je me garde encore de publier parce que je n'ai pas fini. Mais je peux dire que s'il n'y avait pas Honoré Agassi sur mon parcours, je n'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait. Et je lui rends sincère hommage. Il a été une référence, il a été un guide. Peut-être qu'il ne se souvient plus jamais de moi. Il ne peut même pas savoir qu'il y a eu un jeune qui est passé dans son institut à un moment donné pour discuter avec lui. Il m'a servi et j'ai trouvé alors, à travers la personnalité de Honoré Agassi, des figures rares en Afrique et au Bénin. Si vous avez une expérience avec certains intellectuels, je mets ce griffe, quand les jeunes viennent les voir, au lieu de les motiver, c'est qu'on les décourage. Ils m'auraient dit, mais vous devenez fou. Vous dites rien. Ce que vous dites n'a pas de sens. Quelle est cette histoire? Vous êtes jeune, allez à l'université. Allez à l'université, il a étudié, il pourrait dire, mais il m'a encouragé à poursuivre dans cette dimension. Je pense que Honoré Agassi fait partie de ceux qui ont aidé beaucoup de jeunes à réussir. Quand j'ai lu hier les hommages du professeur Tingbe Zalou, il était fier d'avoir été ses étudiants. Et vous savez ce que Tingbe Zalou est devenu et ce que les sociologues sont devenus. Et on peut dire, comme à Émile Durkheim, qu'Honoré Agassi est le père de la sociologie béninoise. Et en tant que père, je peux dire qu'il a été un digne père. Même s'il n'était pas sociologue, il m'a aidé à avancer dans le domaine de la recherche, il m'a encouragé, il m'a donné le peu d'assurance qu'il fallait. Parce que contrairement à moi-même, mon entourage disait que j'étais devenu fou. Il y a des amis. Parce que ça ne se comprend pas qu'un jeune arrête ses études, ne fait plus rien. Durant 2 ans, quitte la maison tous les matins pour aller lire et revenir à la maison. Même mes propres frères disaient, mais est-ce que tu es normal? Je dis, mais je sais ce que je cherche. J'ai commencé par avoir des difficultés depuis 5 ans. Et je ne comprends plus rien à ma vie. Parce que vous suivez, peut-être confidence, j'ai été au grand séminaire. Ah oui? Et je suis sorti du grand séminaire. Je vais sur le campus, mais ça arrête encore. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas rendre dans ma vie? Et la seule idée, il dit, va te connaître. Et me connaître m'a conduit vers l'histoire du peuple de l'Aïfé et puis vers l'histoire de l'Afrique et tout tas d'autres choses. Et c'est Honoré Agassi qui m'a encouragé à avancer. Aujourd'hui, tous mes frères et mes amis qui hier avaient pensé qu'ils étaient devenus fous ont compris que c'était de la recherche qui me poussait. C'est cela. Professeur Roger Gbayovi, je me tourne vers vous maintenant. Ben, merci de vous trouver vers moi. J'ai toujours pensé que vous êtes un collègue du professeur Honoré Agassi. Non, j'ai 77 ans, il est parti à 90 ans, il a quand même un certain écart. Ça fait 13 ans. Oui, je n'ai pas eu le temps, pour ainsi dire, d'être son étudiant. Mais alors, l'homme, vous le connaissez, vous avez eu à partager des moments avec J'allais dire, lui. je le connais parfaitement, enfin beaucoup mieux que votre ancien étudiant. Oui. Et il a dit 2 choses là qu'il aurait pu le décourager. Non. Le rôle d'un enseignant, même s'il ne s'appelle pas Honoré Agassi, mais c'est d'encourager toute recherche. Et c'est ça qu'ont fait vos directeurs de thèse, par exemple. Puisque c'est vous qui avez choisi le sujet, j'imagine, comme moi-même ou comme Honoré lui-même. Quel est le rôle du directeur de thèse? Ah, c'est bien ce que vous avez dit, hein, mais à la page 15, vous dites ça, et à la page 50, vous avez l'air de vous contredire. Ah bon? Parce qu'il ne doit pas y avoir de contradiction. Donc il n'a fait que son devoir. Et un devoir qui s'est imposé lui-même. Idée, c'est quoi? C'est Institut de développement et d'échange endogène. C'est important, échange. Et vous avez dit que vous aurez envoyé faire des études. Non, pas du tout. Vous avez oublié, vous ne savez pas, que chaque année, pendant les vacances, il organisait ce qu'il appelle, il aime bien les grandes formules, l'université de la pertinence. Je sais quoi ça, professeur? Ah non, et puis il faisait venir des jeunes gens et des jeunes filles qu'il nourrissait, qu'il faisait manger et boire, pour que pendant 1 mois, ils écoutent toute personne de Ouida ou d'ailleurs ayant quelque chose à leur apprendre sur nos coutumes,
sur nos plantes, sur nos habitudes, etc. C'est lui qui avait inventé ça. Donc, avec son départ, et tout cela est parti. C'était vraiment l'homme d'échange, l'homme de culture et l'homme de recherche. Il voulait comprendre, lui aussi. Il vous a dit, mais vous venez de m'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsqu'il fait parler un instituteur, bon, qui a 80 ans, d'accord, mais il est instituteur. Il a 80 ans peut-être 40 ans de pratique du métier d'instituteur. Il le fait venir. Tu vas enseigner aux enfants, enfin, quelque chose de la vie. Lorsqu'il fait venir quelqu'un qui n'a même pas le CEPE, mais qui s'y connaît dans nos plantes, qui fait de la phytothérapie, il le fait venir. Vient parler à des gens venus parfois des Caraïbes, parce qu'il avait quand même vient leur parler de comment tu en es arrivé à devenir phytothérapeute. Donc c'était un homme de recherche, de grande curiosité, ce qui manque aujourd'hui, excusez-moi de le dire, aux nouveaux étudiants. Ils ne sont plus curieux. Ils ne sont plus curieux, ils ne cherchent pas à comprendre. Très simplement, vous employez un mot qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas vous arrêter. Ils ne connaissent pas le mot, ça fait votre affaire, vous n'avez qu'à ne pas l'employer. Et donc, j'imagine que... Qu'est-ce qui les amène à faire montre de cette empathie? Il l'a dit un peu tout à l'heure, on veut faire des diplômes et s'en aller marchander le diplôme. Mais moi, j'ai appartenu à la génération immédiatement après celle d'Honorat Agassi. Nous considérions comme une immense grâce d'avoir été à l'école. Et on n'allait pas à l'école pour devenir autre chose que soit prêtre, soit médecin, soit maître. Nous n'avions pas, si vous voulez, de très très grandes ambitions, mais on était d'une curiosité à nul autre pareil. On voulait tout savoir, on voulait tout voir. Bon, cela a perdu son sens aujourd'hui. S'il faut voler le diplôme, on va le voler. Parce que le plus important, c'est de l'avoir. Ce n'est pas d'apprendre pour avoir... Ce n'est plus de savoir. Non, ce n'est plus de savoir. Il faut avoir le diplôme pour aller le monnayer. Alors, vous prenez un Honorat Agassi. J'ai de lui une grande expérience. Et là, j'allais dire les défauts de ses immenses qualités. Voilà un homme qui n'a pas de vie, sociale. Je peux dire, il n'était pas convivial. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit à l'Institut. Il vivait essentiellement à l'Institut. De son vivant, je suis allé le voir à la maison une seule fois, en groupe, parce que nous avions quelque chose à organiser. Et le soir de cette grande manifestation qui pouvait faire bouger un peu Ouida qui n'aime pas bouger, il a fallu se réunir. Chez lui, c'était la première fois. La deuxième fois où j'aurais dû aller le voir, quand on m'a dit, après la première alerte, on ne l'a plus vu. Il y a de cela un an. Là, de cela un an, on m'a dit, mais voilà les conditions dans lesquelles il va te recevoir. J'ai dit non, je ne vais pas le voir. Cet homme, je l'ai connu debout. Il me faut le voir debout. Un matin, on m'a dit qu'il y a eu quelques problèmes. Et puis, on me dit que non, désormais, je n'ai pas voulu aller le voir. Donc, chez lui, on travaille pour manger. On ne mange pas pour travailler. Wow. C'est pour ça que lorsqu'il vous fait venir chez lui, pour le séminaire, que lui-même a inventé, a créé, mais il vous donne à manger, il vous donne à boire. Vous êtes ses hôtes, mais vous n'irez jamais manger chez lui à la maison. Et vous n'irez jamais manger chez lui à l'idée. L'idée, ce n'est pas pour manger et boire. Si vous y mangez et buvez, c'est que vous avez travaillé. C'est que vous avez travaillé. Un jour, il me convoque. Il m'invite, enfin. C'est une convocation. Roger, tu viens à Ouida. Pour ceci, pour cela. Je vais honorer un jeune professeur de Ouida qui a été lui-même honoré par le PNUD, je crois, pour avoir écrit un article qui a plu au PNUD, un article sur le climat. On parlait déjà du climat. Je dis, bon, j'ai cru que c'était un Ouidanier. Pas de problème. J'arrive, ce n'est pas un Ouidanier. Et donc, il s'en foutait complètement, passez-moi le terme. Ce jeune homme a produit un texte qui a été honoré, qu'on a trouvé bon. Il faut que moi, je l'honore pour l'encourager. Donc, grande fête. Seulement, c'est moi qui devais prononcer le discours d'entrée. Je ne connais pas le type. Ah. Je le voyais pour la première fois. Problème. Mais je ne connais que le professeur et puis les autres qui l'entouraient, peut-être. Enfin, nous étions quelques-uns à l'entourer. Alors, au lieu de commencer par faire l'éloge du jeune professeur que je ne connais pas,
j'ai fait l'éloge du grand professeur que je connais très bien, en disant aux jeunes professeurs... C'est une bonne parade. Oui, en disant aux jeunes professeurs, mais vous ne savez pas quelle est votre grâce, quel est votre honneur d'avoir été distingué par le grand professeur Honorat Agassi, qui nous rassemble autour de vous. Ah non, c'est un grand honneur. Alors, je crois que ce discours a plu au professeur Honorat Agassi. Nous faisons la fête, il remet son petit cadeau au jeune homme, au jeune professeur, et moi, il me dit, Roger, tu montes. Je monte dans son bureau, à l'idée bien entendu, et c'est extraordinaire. Je ne sais pas où il a trouvé la bouteille de bière. Tu as bien parlé tout à l'heure. Voici ta bouteille de bière. Vous connaissez ces gestes. Voici ta bouteille de bière. Évidemment. Tu énergique. tu la bois et tu me rapportes ma bouteille. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais c'était extraordinaire pour moi qu'il ait pu y avoir dans son bureau quelque part une bouteille de bière. Je me demande si ça ne faisait pas partie des bières qu'on a consommées. Il a dit, mais Roger, là, il ne lui faut pas qu'un seul verre. Il a bien parlé. Je vais lui en donner 3. Alors, de très bons souvenirs, des souvenirs instructifs, bien racontés par vous. Il était extraordinaire. Roger Guayonvi. Il était extraordinaire. On aurait pu le croire fou aussi. Ah oui? Ah oui? Pourquoi? Mais il aurait pu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aurait pu me dire? Il aurait pu me remettre un livre, par exemple, pour te remercier. Voici, non? Il me donne une bouteille de bière. Parce que pour lui, c'était extraordinaire, je crois. Oui. J'avais déjà bu et mangé en bas. Et il vous redonne une nouvelle bouteille de bière. Oui. Vraiment. Alors, évoquons un peu son parcours, professeur Roger Guayonvi. Oui. La faculté de la sociologie, un peu comme le disait Laurent Delors-Faton, c'est quand même le précurseur de la sociologie au Bénin. Oui. On a entendu parler de ses actions, de ses actes, pour que cette faculté-là est liée. Quand on parle de sociologie, c'est lui. Et il a évoqué, M. Faton, la figure de... Comment il s'appelle déjà? Duquesne. Pardon? Duquesne. Non. La figure du Béninois. Azalou. Azalou passe pour être un grand sociologue. Il a été formé par lui. Oui, il a été formé par lui. Et Madame, j'oublie son nom, a été formée par lui. Ce que moi je sais de lui, ce n'est pas la sociologie, c'est ce que la sociologie l'a amené à faire. Et là, c'est peut-être le Ouidanier qui va parler plus que le Béninois. Je l'ai connu comment, moi? Je passais devant... Je sors de l'institut, pas de l'institut, et je sors de la fondation Friedrich Naumann pour aller faire une mission dans le Mono. Je suis obligé de passer, le chemin, c'est pas le chemin que je vois là. Et puis je commence à voir une maison immense, bien stylée, mais ce n'est pas une maison d'habitation. Alors moi j'ai pensé, tiens, un organisme international de renom, et qui a beaucoup d'argent, a décidé de s'implanter là. De s'implanter à Ouida au lieu de s'implanter à Cotonou. Pourquoi est-ce que tout irait à Cotonou? J'étais dans cette conviction jusqu'au jour où on m'a dit, mais non, c'est le professeur Honorat Agassi, dont j'entendais parler, mais que je n'avais pas encore rencontré physiquement. Sans l'avoir rencontré, puisque j'ai été convaincu, j'ai créé un article, j'étais page 2 à l'époque, page 2 de La Nation, pour dire, mais non, ça c'est fantastique, je n'ai jamais vu ça. Et si ça se répète, ah non, le Bénin va se développer. Et non seulement Ouida, mais c'est le Bénin qui va se développer. Je crois qu'il a eu vent de l'article. Bon, ensuite, nous nous sommes rencontrés. Et puis, je disais à tous ceux qui voulaient savoir quelque chose d'autre que ce que nous savons, eh bien, venez à Ouida, venez à l'idée. Je fais venir un ambassadeur d'Allemagne au Bénin, où nous ne parlons pas anglais ni l'allemand. Donc, il connaît juste le français pour s'entretenir. Pour échanger. Oui, son entourage plus ça. Il reçoit magnifiquement l'ambassadeur et lui tient un langage dans une langue très élevée. J'ai failli lui dire plusieurs fois, mais professeur, ce n'est pas sérieux ce que tu fais. Il ne peut pas comprendre. Reviens un peu. Mais tout ce que tu racontes, pardon, passez-moi le terme, tout ce que tu dis à propos du Fa, parce qu'à l'entrée de l'idée, il y a des symboles de l'ancienne Égypte. Tout à fait. Et des symboles de chez nous, des symboles du Fa, que moi je ne sais pas, j'allais dire évidemment déchiffrer, mais que lui déchiffrait à l'adresse. Je dis, mon Dieu, mais l'ambassadeur n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, c'est Honorat Agassi. Il ne sait pas descendre de son piédestal. Et il en invente même, maintenant qu'il est parti, il a une formule qui va me manquer.
Honorat Agassi ne pouvait pas parler 5 minutes, 10 minutes sans vous parler du point nodal. Ouais. Le point nodal. Nodal. Mais nous autres, nous disons le point important, le point saillant peut-être pour employer un mot fort, mais lui, c'est le point nodal. Il adorait ce mot, le point nodal. Ouais. Je vais maintenant l'employer à sa place. Et puis, il y a la démonstration d'accord, mais il y a aussi la monstration. Hein? Je dis, professeur, est-ce que l'histoire encore ça? Il s'en fout complètement. S'il y a la démonstration, C'est qu'il y a la monstration. il doit y avoir la monstration. Dites-vous bien, je ne me suis jamais gêné pour aller chercher le mot dictionnaire. Parce que je ne l'ai jamais entendu que de sa bouche à lui. Non, il aimait le bien parler. Ce que n'aiment plus aujourd'hui les jeunes qui viennent après moi. Là. Or, le bien parler, c'est important. La langue, c'est l'âme. C'est l'âme de la société. C'est son visage. Alors que chaque langue que nous parlons, que ce soit la nôtre ou toute autre langue, nous devons la soigner par respect pour l'âme que la langue est. Ce n'est pas n'importe quoi la langue par laquelle nous communiquons. Je crois que lui, il avait ce sens-là. Et puis, attention, j'en aurais fini. Il a créé l'idée. Il a créé à Ouida ce que nous appelons la journée du repentir et du pardon. Parce que l'esclavage, c'est Ouida. Abomey, Ouida. Tout à fait. Et donc, tous les troisièmes dimanches du mois de janvier, les Ouidaniers sont censés se réunir pour refaire la marche de la place des enchères jusqu'à la place du non-retour, en chantant, en priant. Bon, pas de festivité. C'est lui qui a créé ça. Et bon, ça bat un peu de l'aile. Et dans le sillage, il a créé, lorsque vous allez maintenant vers la porte du non-retour, un petit kilomètre avant, à votre gauche, oui, c'est bien ça, il a créé la maison des retrouvailles. Mais une immense maison. Hein. Sa propre maison, il entrerait je ne sais combien de fois. C'est une maison à 3 niveaux, ou à 2 au moins, parce qu'il est panafricaniste, avec les images, les effigies des grands panafricanistes, non pas africains, mais nord-américains. Ah, d'accord. Ah oui, il est très porté sur... Pourquoi ce choix? Ça, je ne sais pas. Honorat Agassi ne vous parlera jamais, par exemple, du Sénégalais dont tout le monde parle. Léopold Sédar Senghor. Non, Cheikh Anta Diop. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu parler de Cheikh Anta Diop. Mais il vous parlera la journée longue de Kwame Nkrumah, de tel, vous avez dit un autre tout à l'heure. Oui, il est très fasciné par les Noirs américains, mais qui ont fait avant nous du panafricanisme, parce que ne sachant pas d'où ils viennent, il valait mieux pour eux que l'Afrique fût un continent comme les États-Unis. Et donc, c'est ça. Et ce qui m'a frappé chez lui, mais on vous dit, ah oui, là, c'est la maison du professeur Honorat Agassi, vous allez dire non. Cette petite maison-là, qui est une maison banale, comme n'importe quelle maison. Mais attention, s'agissant du peuple, de l'idée qu'il avait du peuple, idée, bon, un jeu de mots dont je ne suis pas conscient, il a créé l'idée qu'il y a une belle maison, et la maison des retrouvailles. Et quand les gens viendront, la maison des retrouvailles, parce qu'ils vont revenir, les Marcus Garvey, leurs descendants. Quand ils reviennent, il ne faut pas qu'ils aillent loin, qu'ils habitent là d'abord avant de se répandre au Bénin ou en Afrique. C'est lui qui a eu l'idée. Et un trait de caractère qui rend difficile la collaboration avec lui, il est d'une fierté et d'une liberté farouche. Il ne veut rien devoir à personne. Il ne veut pas vous demander de contribuer financièrement à idée ou de contribuer financièrement à la maison des retrouvailles. C'est lui qui a eu l'idée et il la réalise. Lui-même habite, j'allais dire, un taudis. Mais attention, l'idée, c'est quelque chose. Et la maison des retrouvailles, c'est quelque chose. Ça en est une autre. Il met tout son argent, j'allais dire, dans la réalisation d'une grande idée. Vraiment? Oui. Laurent Delon-Faton, par rapport à son parcours universitaire, la faculté des sciences sociologiques, qu'est-ce que vous en savez concrètement? Il y a à peine quelques mois, je sais quand même que c'est en 2022 que j'ai eu la chance que le professeur Adrien Roanou m'avait offert son livre sur l'histoire de la flash et si la flash n'existait pas.
Et c'est là où j'ai découvert, en réalité, la vraie histoire du professeur Onora Aguessi à l'université d'Abomey Calavi, parce qu'il était d'abord à l'université nationale au Togo. Et c'est plus tard qu'il est venu ici. Il est parmi les premiers à avoir contribué à la construction de l'université nationale, parce que quand, après l'école supérieure de Porto-Novo, on est plus tard venu à Abomey Calavi pour constituer, il était parmi les premiers. Et ceux qui ont façonné d'abord au départ, parce que ce n'était pas d'abord la sociologie. Au départ, la Flash était ensemble. Et c'était Del, après c'est devenu Delto et consorts. Ils étaient les premiers à faire tout ensemble. Ils étaient enseignants au département des lettres. Et c'est plus tard qu'ils ont fait les différentes branches. Et c'était 3 avant, après c'est devenu 7 et consorts. Il est parmi les premiers à contribuer à la construction de l'université d'Abomey Calavi. Ce qui est devenu l'université du Bénin. Ils étaient les premiers, ils étaient au départ nationale du Bénin. Les premiers à qui on a fait appel pour venir contribuer à la création de ce qu'est devenu l'université. Et ce que moi je garde, n'ayant pas été sociologue, c'est l'histoire que j'ai lue. Et il faut dire quand même qu'il était très peu nombreux. Très peu nombreux. Et il a aussi été les premiers à diriger ce qui est devenu le département, ce qui est devenu quand même le département. La faculté était les premiers à diriger. Il faut dire que tous ceux qui l'ont côtoyé, vous savez, nous sommes dans le monde universitaire, il y a des différences anecdotes et consorts. Je n'ai pas encore entendu de lui certaines critiques autres que l'intellectuel africain avéré. Il a contribué à former des gens qui sont fiers, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ouais. Si nous avons certains sociologues qui ont marqué le monde de la recherche universitaire au Bénin, ils ont été les étudiants du professeur Onora Aguessi. Et que ces fruits ont montré quand même qu'il avait donné de lui-même. Et si on va à idée, je ne sais pas comment il a trouvé cette belle formule, c'est un homme de grandes idées, qui a créé idées, grandes idées. Je garde, comme la plupart, il y a des gens de sa promotion, mais ceux qui ont collaboré avec lui, les Paulin Rontondi, qui ont marqué d'une autre manière l'histoire universitaire de la recherche en Afrique. Il a marqué de sa manière l'histoire de la recherche. Il est parmi les premiers. Si aujourd'hui on a plusieurs universités, il faut dire quand même qu'il est parmi ceux qui ont porté la première pierre à l'œuvre à l'université d'Abomey Calavi. Nous en sommes fiers. Et aujourd'hui, cette faculté-là répond-elle encore à ses aspirations ou entre-temps, il y a eu quand même, comment dirais-je, des développements qui ont abouti à d'autres choses? Non, la Flash est devenue ODU. C'était la Flash hier. ODU, c'est la Flash et la FLAC. Il y a eu Sissi aujourd'hui qui a donné 2 grandes facultés. Il y a eu des concentrations, on va dire. Qui fait quand même qui font ce qu'elles peuvent faire, les 2 facultés. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une critique acerbe envers tout ce qui est Flash et FLAC. Aujourd'hui, en tout cas la Flash d'hier, il y a une critique qui dit que nous sommes les pourvoyeurs des diplômés sans emploi, que nous sommes ceux qui contribuent davantage au chômage, ce qui est faux et archi faux. Ah oui? La question de l'université, c'est une question d'État. C'est l'État qui donne les options et les enseignants ne sont que des ouvriers. Les enseignants ne font qu'exécuter les options stratégiques au niveau de l'État. Mais les enseignants peuvent réfléchir et Non, créer. les enseignants n'ont rien à faire. Ils sont des ouvriers au service de l'État. des C'est l'État qui chercheurs. donne les grandes directions. C'est des chercheurs. Les c'est des chercheurs gens- travaillent C'est des gens qui peuvent développer ce qu'ils font. Les chercheurs travaillent pour une nation. Oui. Ce n'est pas les chercheurs qui ont créé l'université. C'est l'État béninois, en collaboration avec l'État français, qui a voulu des formations et qu'on lui a donné, Un domaine. un domaine pour faire. Et l'État a créé ce qu'il veut. C'est ce que l'État a fait comme option qui nous poursuit aujourd'hui. Nous ne sommes que des ouvriers et que ce qu'on a aujourd'hui, s'il arrive qu'il y a beaucoup qui sortent de nos facultés, qui sont des chômeurs, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de faire ce qu'on nous demande. Et je peux dire que ce qu'ils ont créé reste. Parce que vous allez voir que nous sommes aujourd'hui, les 2 facultés quand même constituent le plus gros lot des étudiants dans nos universités. Ils font beaucoup et on ne peut pas les accuser. Pourquoi? Parce que la sociologie telle que le professeur Onora Aguessi l'a conçue, c'est pour faire des changements de mentalité, de comportements sociaux. Parce que lui, il a concentré tout ce qu'il fait sur l'endogénéité. Comment faire prendre conscience à la jeunesse africaine, au peuple africain, de leurs valeurs afin qu'ils puissent s'en inspirer pour participer au développement. C'est simple. Ils ne peuvent faire mieux que ça. Mais c'est l'État maintenant qui dit
les options que nous voulons avoir après que ces hommes aient été modélés, qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'État. Mais lui, il a fait un travail exceptionnel. Parce que s'il n'y avait pas Honoré Aguessi, je pense que ceux qui parlent aujourd'hui beaucoup de l'endogénéité n'en parleraient pas avec autant de vigueur. Il est parmi les pionniers. Et tout le monde le sait. Il ne peut pas avoir de développement sans cette endogénéité. Même si notre culture a beaucoup de tas, on ne peut qu'épuiser les ressources qu'il faut pour le développement. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que font les deux facultés. On nous pousse à comprendre davantage qui nous sommes pour pouvoir transformer notre pays. Mais personne ne transforme aucun pays si ce n'est pas une décision stratégique au niveau de l'État. C'est l'État qui pourra changer les choses et nous les enseignants, nous allons suivre ce que l'État dit. Tranquillement. Que l'État change et mette les moyens à Vous disposition. interdisez les réflexions, c'est ça? Nous faisons des... Écoutez, le nombre de mémoires qui sont dirigés dans nos universités, on les connaît. Le nombre de thèses qui existent. Mais qui en prend... C'est des mémoires qui ne sont pas pratiques. C'est des mémoires qui sont souvent théoriques, bon, qui ne sont même pas accompagnés d'actes. Est-ce qu'il ne faut pas si changer vous étiez un peu universitaire, Oui. on ferait le débat autrement. Il n'y a aucun mémoire qui soit pratique. Même les mémoires de philosophie sont des mémoires pratiques. Il n'y a aucun mémoire qui n'est pas un côté pratique. Ça n'existe pas. Même les mémoires de philosophie sont des mémoires pratiques. Ça, c'est des idées. Et Les idées se doivent être traduites dans les faits. Vous avez lu Montesquieu, vous avez lu Machiavel et autres. Ce sont les idées qui ont transformé la société occidentale. Il n'y a que les idées qui transforment la société. Et tant qu'il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de transformation de la société. Oui, mais les actes ne suivent pas. Ce sont les idées. Il revient maintenant aux hommes politiques de prendre les idées pour en faire des actes. Et nos universités de prendre les idées pour en faire des actes. D'accord. Professeur Roger Gbayonvi, parlons maintenant des idéaux du professeur Honoré Aguessi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est compris des gens de son temps, des gens de sa génération et de la suite? D'abord, j'aimerais dire une chose. Lorsque vous dites le sociologue, c'est bon, le sociologue. Mais de même que tel que je l'ai perçu et reçu et compris, on ne travaille pas pour manger. On mange pour travailler. Ah, on y revient. Oui, mais pour lui, la sociologie, c'est un point de départ. Bon, il devait étudier en France, il devait en revenir avec un diplôme. Bon, je crois qu'il a tenté l'agrégation, ça n'a pas marché, mais il a fait son doctorat. C'était pas son souci, son grand souci en fait. Bon, il a fait son doctorat en sociologie. Est-ce qu'il a tenté l'agrégation en sociologie? Je ne sais pas. Il est docteur en sociologie. Mais c'est un point de départ. Et vous voyez où ça l'a conduit. Parce que, bon, être docteur en sociologie, grand professeur d'université, est-ce que ça mène directement à la création de idées? Est-ce que ça mène directement à la création de la maison des retrouvailles? Est-ce que ça mène à la création de la journée du pardon et du repentir? Est-ce que ça mène directement à la création annuelle de l'université de la pertinence, où il fait intervenir des gens sans diplôme, mais qui ont une connaissance? Wow. Et c'est ça qui développe les États-Unis, par exemple. Les États-Unis ne vous demandent pas votre diplôme. Votre diplôme, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Et s'ils devinent en vous un point nodal. Vous commencez à utiliser son expression? Oui, j'ai promis tout à l'heure de perpétuer ça. Ah, ils sont capables de vous faire voyager du Bénin pour 6 mois d'enseignement à Harvard. Vous n'êtes pas agrégé, vous n'êtes pas docteur, mais vous savez là faire quelque chose dont ils ont besoin. Dont ils ont besoin. Et les grands et petits Américains qui viennent chez nous en tant que corps de la paix, si vous avez bien observé, ils ne sont pas dans vos studios. Ils ne sont pas sur les plateaux de télévision. Non. Ils ne sont même pas dans les villes. Ils sont dans les villages. Dans la ville, à Cotonou, il y a le bureau, mais ceux qui viennent sont dans les villages, avec une mission de rapporter quelque chose du fin fond de nos villages dont nous ne nous occupons pas. Nous nous occupons de la ville. Les Américains viennent, leur jeune intelligence, ils s'en vont ils apprennent la langue, etc. Donc c'est ça. Alors quand vous parliez tout à l'heure de l'État, l'État c'est nous. Hein. Oui. Bon, nous qui savons lire et écrire. Le professeur, un ouvrier, oui, d'accord, un formateur.
je crois qu'il s'agit pour tout professeur, qu'il soit sociologue, littéraire, philosophe, tout ce qu'on veut, mathématicien, il s'agit d'éveiller l'intelligence. Nous avons tous une intelligence, mais les intelligences les plus éveillées sont celles qui ont été fouettées à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Et à partir de là, l'individu fait ce qu'il veut. Je ne vais citer personne, mais nous connaissons tous Gaston Zossou. Oui. C'est mon ami. Ancien ministre, actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Qui se souvient qu'il a été professeur d'anglais et n'étant plus content d'être professeur d'anglais, il est allé cultiver l'ananas. L'ananas. Et c'est là que Kérékou lui a mis la main dessus. Vous m'intéressez. Qui ne connaît pas madame, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, c'est l'amie de ma femme, en tant qu'elles sont optimistes. Elle était récemment encore garde des Sceaux. Non, pas garde des Sceaux, celle qui met les médailles là. Grande chancelière. Oui. Grande chancelière. Oui, elle était grande chancelière. Madame, vous savez qu'elle est, elle est de formation médecin. Ouais. Un jour, j'ai fini par lui demander, mais madame, au nom de quoi vous êtes allé vous installer à Tokpa avec un doctorat de médecine? Ah, il dit, Roger, on voulait me faire gagner 60 000 francs par mois. C'était important à l'époque où elle est devenue médecin. Non, j'ai préféré dans Tokpa. Mais de Tokpa, on est allé le chercher encore pour dire, ben oui, pour la ramener. Je crois qu'elle n'a jamais, à ce que je sache, ah oui, elle a peut-être pratiqué la médecine pendant 3 mois pour constater que non, ça ne peut pas donner à manger correctement. Ça ne nourrit pas son homme. Ça ne nourrit pas son homme En ni sa femme. Donc, vous voyez, on peut avoir un doctorat en médecine et se retrouver à Tokpa avant de terminer grande chancelière. Elle ne voulait pas devenir grande chancelière ni ministre. Bon. Voilà. Et donc, il est important que les enfants, que les jeunes gens reçoivent une connaissance, c'est-à-dire que leur intelligence soit fouettée. L'intelligence de Mme Kouburat au CENI a été fouettée. Elle est devenue médecin et elle a dit non. Je ne vais pas faire ce métier-là. Peut-être que si on lui avait proposé 200 000 francs à l'époque, oui, elle se serait contentée de 200 000 francs en disant partout que de toute façon, elle est mal payée. Elle a préféré faire le commerce pour lequel elle avait certainement quelques affinités. Voilà des exemples béninois, qui montrent que non, le plus important, c'est de savoir. C'est à vous, individus, de faire ensuite ce que vous voulez, parce que tout le monde n'a pas eu votre chance. Je disais à mes étudiants, peut-être que vous faites partie de ceux à qui je le disais, mais vous savez, j'ai eu 30 ans de scolarité. C'est-à-dire pendant 30 ans, au moins, quand on rassemble tous, je me suis assis et des gens m'ont apporté l'information. Des gens m'ont formé. Mais ça, c'est une grâce à nul autre pareil. Alors j'en ai 77, vous extrayez 30 ans de scolarité et vous voyez que... C'est quand même pas petit. C'est pas petit. Bon, il y en a qui n'ont pas eu cette chance de 30 ans de scolarité. Peut-être qu'il suffit de 10 ans, de 15 ans pour que l'intelligence, une fois fouettée, aille partout où bon lui semblera. Alors, par rapport à l'homme, est-ce qu'il a eu un combat politique? Est-ce qu'il a été je disais quelque vu part, d'un bon œil? Bon, on a vu quand même que l'homme est resté je disais quelque civil, part, sociologue, du début jusqu'à la fin. Je disais quelque part qu'il y a entre Honorat Agassi et la politique une barrière infranchissable, enfin, qu'il n'a jamais franchie. Cela dit, il aime bien que les chefs d'État lui rendent visite à l'idée. D'accord. Pour les ressourcer. Oui, il s'est toujours vanté de ce que le président Kérékou soit allé là 2 fois, toujours vanté de ce que le président Maga, bon, déjà la retraite soit venue, etc. Je ne sais pas si Boni Yahi est allé. En tout cas, quand les chefs d'État vont le rencontrer, il est très heureux. Je pense qu'il avait un problème. J'ai dit tout à l'heure que c'est un homme d'une fierté et d'une liberté farouche. Ce n'est pas la liberté qui est farouche, c'est la fierté et la liberté qui sont farouches chez lui. Et donc, il avait du mal à occuper la 2e place. Ah non. Il présidait toutes les conférences qu'il organisait chez lui, même si le thème n'était pas le sien, même si ce n'est pas lui. Mais il tenait, je crois, à être le premier et à être un bon premier. Comme politicien, il aurait commencé peut-être en bas.
conseiller, conseiller à la mairie et non pas maire. Il deviendra maire plus tard, ministre et non pas président de la République, député et non pas président de l'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il se voyait plutôt à la tête, en pointe, que derrière quelqu'un d'autre. Et donc, il ne pouvait pas entrer en politique. C'est ainsi que j'essaye de m'expliquer, hein, sociologiquement peut-être ou psychologiquement, son refus d'entrer en politique. En politique. Oui. Parce qu'on a constaté que l'homme, malgré tout, n'a pas été dans les institutions, Oui. il n'a pas été ministre, pourtant il en avait quand même Il la aurait capacité. il aurait pu devenir maire de Ouida, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire devenir maire de Ouida? Il faut aller faire la cour. Au ministre. Oui, non, pas au ministre, au Ouidanier. Ah, vous savez, je suis candidat. Non, 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 il n'est candidat à rien. C'est un homme libre et c'est un homme fier. Il n'est candidat à rien parce que vous risquez de lui préférer M. Dagba, qui est de Ouida aussi et qui a peut-être envie d'être maire. Ah, mais M. Dagba est déjà allé nous voir. Et nous, ah bon, M. Dagba est allé vous voir. Mais moi, je viens vous voir au lieu de me faire maire. Vous dites, Il n'est pas dedans. Non, ce n'est pas honorable, pas c'est ça. dit. En bon français, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. En bon français de chez nous. Laurent Delors-Fatan, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage? On a parlé, le professeur Roger Gbayonvi a parlé de la création de l'idée, la création de la maison des retrouvailles, ce kilomètre de Repentir et autres. Est-ce que ces héritages-là pourront quand même être bien tenus? Quelle sera la suite, selon vous? Je regrette que le professeur Honoré Agassi n'ait pas mis un pied dans la politique béninoise. Je pense que la politique béninoise a changé le professeur Roger Gbayonvi. Non, c'est la société civile qui m'a changé, moi. Ce que vous aviez de la politique, quand vous êtes rentré une fois, vous avez compris qu'il y a d'autres réalités encore. Et je pense que quand vous êtes sorti, vous n'êtes plus le même. C'est possible. J'aurais voulu qu'il soit allé une fois. Il y est allé? Qu'il comprenne, non, je parle du professeur Ah d'accord, du Agassi. professeur Honoré Agassi. Qu'il comprenne ce qui se passe, ça aurait peut-être changé sa perception des choses. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand défi, c'est qu'est-ce qu'on fait de son héritage. Parce qu'il a laissé idée. Depuis quelques années, on n'entend plus parler comme ça. Et personne n'a entendu parler de la maison des retrouvailles. Les retrouvailles. Très bien. C'est vous qui l'avez révélé sur ce Très plateau. bien. Alors, s'il avait été politique, je ne sais pas si ça n'aurait pas changé quelque chose, même dans sa perception des choses. Parce que quand vous rentrez dans la politique, vous comprenez que ce que vous pensez en tant qu'université intellectuelle est carrément aux antipodes de ce qui se passe dans la réalité des faits. Parce que la réalité politique, c'est une autre réalité carrément que l'universitaire, le chercheur ne comprend pas, ne peut pas comprendre tant qu'il n'est pas rentré. Parce que entre la théorie et la pratique, il y a un grand pas à faire. Ce que je regarde est qu'il a fait de grandes choses. Mais qu'est-ce que ces choses vont devenir une fois qu'il est parti? Qui sera le porte-flambeau de cet héritage? Parce qu'il y a un concept qu'il avait, que moi, j'apprécie beaucoup. Faire transmettre le savoir à la nouvelle génération, l'université de pertinence. Parce que si les jeunes aujourd'hui veulent le diplôme à tout prix et non la connaissance, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on leur donne comme connaissance n'est plus trop utile pour eux selon leur conception. Mais il faut quand même des cadres, des espaces dans lesquels on les ressource autrement de la connaissance. Parce que la connaissance telle qu'on la donne aujourd'hui dans nos universités, ça a tendance à être poussé vers le diplôme. Mais l'université de pertinence, il n'y a aucun diplôme que vous allez recevoir, mais on vous nourrit des choses dont vous avez besoin. Il n'avait même pas d'attestation. Il n'y avait rien à recevoir. C'est-à-dire que j'aurais voulu que cet espace soit démultiplié, mais l'espace est resté unique. Et aujourd'hui, il est parti. L'héritage, c'est la volonté de cette ambition à créer de grandes choses, de grandes idées qui ont besoin d'être perpétuées. Si l'idée meurt et que personne ne prend la relève, je pense que le professeur Honoré Agassi aura vécu Pas inutilement, en tout cas. un peu inutilement. Oh là là. Un peu inutilement. Parce que il ne suffirait pas seulement d'aller dans les bibliothèques, dans les archives pour lire ses écrits. Il faudrait que ces idées soient perpétuées. Parce qu'il a créé une fondation. Et la fondation a besoin d'être relayée. Parce que c'est l'idée qu'il a eu à créer la fondation. Il faut qu'il ne meure pas. Et qui va garder cette fondation, il faut qu'on trouve une solution. Une solution à ça, Roger Gbayonvi? En dehors de ça, Oui, très rapidement. le côté panafricaniste qu'il a défendu sur le plan intellectuel, on doit le poursuivre. Parce que le Bénin n'existera jamais sans ce côté panafricaniste.
Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre lui et l'autre panafricaniste, Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux. Mais au regard de ce que je connais aujourd'hui, je peux quand même dire que Honoré Agassi est plus panafricaniste que Cheikh Anta Diop. Ah ouais? Oui. Vous ouvrez une autre porte hein, qui pourrait Oui, donner lieu à alors, beaucoup de choses. l'héritage. Comment vous gérez cet héritage-là? Pour moi c'est simple. Honoré Agassi a un défaut, il était seul. Mais vous prenez l'institut, il crée un institut tout seul et il le gère pratiquement tout seul. Aujourd'hui, la commune de Ouida devra entrer en dialogue avec l'État pour qu'on gère ça. C'est une chose qui est à Ouida, mais qui appartient à la nation béninoise. Pareil pour la maison des retrouvailles, que l'État déjà va déplacer. Parce qu'il a l'idée et place là la maison des retrouvailles qui cache ces Zomachi, que la lumière ne s'éteigne plus, qui cache Zomaï. Que la lumière n'entre pas là. Le feu n'atteigne pas là. Non. Ah, c'est Là la où- lumière. Oui, la lumière, là où on enfermait les esclaves avant qu'ils ne prennent le dernier départ. Et donc ça, là, ça fait partie de la route de l'esclave. Ce que Honoré Agassi est venu faire ne fait pas partie de la route de l'esclave. Eh bien, l'État lui a proposé, je crois, de déplacer ça, c'est-à-dire de détruire ça et de lui reconstruire ça. En l'État, ailleurs, à Ouida. Évidemment, l'État, c'est qui? L'État, c'est Honoré Agassi. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, l'État va pouvoir négocier, je crois, avec ses ayants droit. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'était un homme libre et fier qui a créé des choses. Il faut retenir son esprit. Peu importe qu'il ait été seul, on va devoir s'en occuper. Peut-être qu'il s'est dit, ben, je le fais, il n'aura qu'à s'en occuper. Nous nous en occuperons. Mais l'esprit est important. L'esprit qui lui a fait créer ces choses-là, et ces choses qui, nécessairement, nous feront aller de l'avant. Il faut créer, il faut inventer. Nous disions hors micro que nous ne créons pas, nous n'inventons pas. Pas lui. Il a passé toute sa vie à créer, à inventer. Il mettait ses sous dans ça. Il aurait pu se construire une belle, très belle maison à Ouida. Il aurait pu rouler dans des voitures climatisées. Non, sa voiture, c'est la chose la plus normale dans Ouida. Et je crois que c'est pour ne pas aller à pied qu'il avait une voiture. Non, il faut retenir l'esprit Honoré Agassi. Et moi, j'aimerais bien que quelque chose porte son nom. À Ouida ou au Bénin, je le dis en tremblant parce que nous n'aimons pas ça. Qui est-il pour qu'on l'honore? Mais il faudrait quand même que les gens qui viendront après nous, c'est qui Honoré Agassi? Pourquoi est-ce qu'on a mis son nom là? Qu'on leur explique les raisons pour lesquelles on a mis son nom là. C'était un inventeur, c'était un créateur, c'était un grand esprit intellectuel. Enfin, un grand esprit intellectuel, je ne sais pas si ça... Un grand esprit, c'est pas- Sur la question, et ce sera votre dernier mot, Laurent Delors-Faton, comment voyez-vous son immortalisation? Est-ce qu'on va donner son nom peut-être à un édifice important à Ouida ou à Cotonou? Idée, par exemple, on peut l'immortaliser rapidement en Je quelques- pense qu'il y a deux quelques endroits secondes. qui ont besoin de rendre hommage de manière immortelle. C'est l'université d'Abmey Calavi et c'est Ouida. Il faut que les deux trouvent les moyens, chacun de son côté. Ouida a l'obligation de lui rendre hommage. Et comme l'université d'Abmey Calavi aussi a l'obligation de lui rendre hommage. Les deux doivent trouver les formules qu'il faut pour que son nom reste à jamais. C'est un baobab qui est parti. J'espère vivement que d'autres baobabs vont surgir et feront encore mieux. Professeur Roger Brianvi, Ben, je il crois- vous revient à la charge de conclure cette émission. Oui, je crois qu'il a tout dit. Moi, j'exclurais l'université d'Abomey Calavi pour l'immortaliser parce que donner son nom à un amphi ou à une ruelle, son nom restera caché. Il a fallu que j'aille dans cette université pour voir des noms de professeurs anciens. Ah, je dis, ah bon, tiens, c'est vrai. Non, il faut que ce soit quelque chose, un édifice. Pas nécessairement un hôpital, pas une église, parce que dans les églises évangéliques aux États-Unis, il arrive qu'on donne le nom d'un grand homme à une église, l'église telle. Ça ne veut pas dire qu'il est saint ou qu'il a toujours été. Non, pour se souvenir de l'homme. Il faudrait que ce soit à Ouida, peut-être un collège qu'on va créer, etc. Pour qu'il porte son nom, pour que les jeunes, les enfants posent la question, mais c'est qui? Avec sa statue peut-être dans un coin, mais c'est qui? Sinon, si On c'est puisse caché... leur enseigner qui il est. Oui,
qu'on puisse leur dire, ah oui, c'est tel bonhomme caché à l'université d'Abomey-Calavi. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne immortalisation. Toutes mes excuses. Hein. Merci à vous, professeur Roger Goyonville. Je rappelle, vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien président de Transparency International section Bénin, mais vous êtes surtout professeur de lettres à l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, à la retraite, vous étiez avec nous pour évoquer. Oui, vous avez dit ancien. Quand on commence à entasser comme ça les anciennetés, c'est qu'on en est à la fin. Non, vous n'êtes pas à la fin, pas du tout alors. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la vie et l'héritage du professeur Honorat Aguessi de Regretter Mémoire. Vous étiez accompagné dans cet exercice par votre ancien étudiant, j'ai nommé Dr Laurent. Devenu mon égal, j'ai bien travaillé. Ah ben oui. Merci vraiment, vous êtes communicateur, j'allais dire de spécialité. Voilà, chers amis téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM et de Eden TV, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette émission. À très très bientôt.